Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous disons d'abord bonjour à Lisette. Lisette Hassin-Maman. Bonjour Lisette. Bonjour Monique, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Lisette, c'est un grand bonheur que de lire la saga, je dirais presque la saga des femmes juives du Maroc. Ouais. Et le Maroc est tout à l'honneur aujourd'hui avec plus précisément Meknès, à qui je dis Ahla wa sahla. Alors, Lisette, avant tout, quelques mots sur Meknès. Ah, on ne peut pas résumer Meknès en quelques mots. C'est ma ville natale. C'est, je suppose, le terreau où mes arrière-grand-mères, mes arrière-grands-pères sont nés et ont vécu et qu'ils ont quitté avec regret, je dois dire. Mais c'était une ville extrêmement attachante, extrêmement familiale comme ça, où tout le monde se connaissait. Et lorsque aujourd'hui nous rencontrons des gens de Meknès, on a l'impression de rencontrer des frères et sœurs, de tellement nous vivions en famille, nous nous connaissions tous et c'était vraiment un lieu comme ça, extrêmement vivant, extrêmement attachant. On dit aussi que nous étions particulièrement religieuses, c'est vrai, c'était une ville qu'on a appelée la Petite Jérusalem du Maroc. Oui, parce que je dois dire en aparté que toutes mes amies de Meknès sont issues de familles très, très pratiquantes. Oui, c'est une ville qui a donné la plupart des grands rabbins des autres villes du Maroc. C'était une ville de talmudistes où les gens vraiment avaient une culture comme ça du Talmud et transmettaient de père en fils. Et comme on dit, enfin chez nous, dans chaque famille, il y avait un rabbin. Kol hakavod. Alors, avant que tu nous parles des différents mélahs, parce que en fait, tu insistes sur le fait que le mélah s'est déplacé en fonction des époques. Il ne s'est pas déplacé, il a été ouvert au XXe siècle, au début du XXe siècle, sur un nouveau quartier qu'on a appelé le Nouveau Mélah. Et c'était une particularité quand même des villes du Maroc et des autres villes d'Afrique du Nord, où il n'y avait pas de nouveau quartier juif. Les Juifs, quand ils ont quitté les Mélas, ils se sont installés dans les villes nouvelles, en principe, pas en principe, mais généralement avec la population française et musulmane aussi qui avaient changé de niveau de vie. Mais à Meknès, il y a eu un quartier uniquement réservé aux Juifs qui était le Nouveau Mélah avec des constructions nouvelles à partir des années 1925. Et c'est là où nous avons grandi, notre génération a grandi. Alors, il me semble que le mélah était contigu pratiquement au Mahzen, donc au quartier, pour être protégé par le roi. Le mélah était presque contigu. Non, le Marzen, c'est le gouvernement, c'est le représentant du gouvernement au Maroc. Il y avait une médina, il y avait la médina, il y avait un quartier aussi qu'on appelait Berima et qui était principalement peuplé par des Arabes, et le Mélah était contigu à ces quartiers musulmans. Et ensuite, le nouveau Mélah a été construit sur un terrain qui était absolument vide entre d'autres quartiers de la ville de Meknès, les Borges, les Bni Mohamed, etc. Et c'est un Mélah qui s'est vraiment étendu sur une beaucoup plus grande surface que l'ancien Mélah, que le vieux Mélah. Alors, j'ai beaucoup apprécié pas mal de mots d'origine espagnole. Ah bien, évidemment. C'est une communauté d'origine espagnole. Hein, les grandes, nos noms même, hein, nos noms de famille et nos prénoms sont d'origine espagnole. Hein, c'est connu. C'est une communauté qui s'est installée après l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui a voulu d'abord rejoindre la ville de Fès, où il y avait donc une élite,
de rabbinim, de gens érudits dans le Talmud, et donc ils ont voulu s'installer là-bas, mais visiblement il n'y a pas eu trop d'accord, on ne les attendait pas, on les regardait un petit peu comme des concurrents, et donc ils ont été s'installer 60 kilomètres plus loin, et la plupart des familles sont donc théoriquement originaires d'Espagne. Donc, notre arabe est particulièrement parsemé non seulement de mots espagnols, mais aussi de mots portugais. Oui, alors justement, parce que quand j'entends parler, je suis moi-même arabisante, mais quand j'entends parler l'arabe de Meknes, il y a pas mal de mots que je ne retrouve pas. Absolument, absolument. Nous comprenons entre nous, mais si vous voulez, un musulman, un arabe marocain ne nous comprendrait pas forcément. Je comprends, je comprends. Alors, par exemple, je prends un exemple, le sofa, le ciento, qui viendrait de asiento. Asiento, oui. De l'espagnol. Tout le monde avait le ciento à la maison. Tout le monde avait un ciento à la maison. On ne disait pas le canapé, on ne disait pas le sofa, mais le ciento, longtemps. C'est très, très agréable de voir tout ce qui est égrené comme ça. Alors, si tu nous parlais un peu de Berrima. Ça, c'est un quartier que les Juifs ont habité, mais avec des Arabes. Enfin, nos grands-mères nous parlaient, je reviens beaucoup là-dessus, ils habitaient avec des voisins arabes et tout se passait très bien, comme je le raconte. Et puis ensuite, il y a eu on parle des années 1920, où il y a eu des tentatives, n'est-ce pas, de réquisitionner tous les biens juifs, et donc on les a obligés. Il y a eu des daïrs aussi qui ont obligé les Juifs à revenir habiter uniquement dans leur quartier du Mella. Et ils ont abandonné ces maisons, ces énormes maisons, ou du moins dans leur mémoire, c'était des palais pour eux, des petits palais qu'ils ont abandonnés pour aller jusqu'aux années 1925, s'ajouter, n'est-ce pas, à cette population qui explosait, qui étouffait entre ces murs et ces murailles. Et de là, justement, cette demande constante de construire un nouveau Mella pour respirer un peu. Alors maintenant, j'aimerais quand même que tu me parles des femmes, des générations de femmes. Parce que dans ton livre, par exemple, c'est très agréable de voir cet amour pour ta grand-mère, de voir un petit peu se profiler ce matriarcat qui n'est pas du tout négatif. Alors, on va commencer par ta grand-mère, Lisette. Oui. Écoutez, c'était des femmes qui affrontaient la vie avec un bon sens, un courage infini, et avec toujours en arrière-plan comment dirais-je, ces vertus qui leur ont été transmises de génération en génération. Il y avait une connaissance orale, il y avait une sagesse, il y avait une envie de faire, d'être utile, et l'objectif essentiel, c'était le foyer, évidemment, et les enfants, le mari, les enfants. Alors, on a l'impression qu'elle ne s'occupait que de ça, mais c'était vraiment, je veux dire, il y avait une abnégation totale. On n'entendait pas ces grands-mères se plaindre de « Ah oui, mais moi, je ne suis pas sortie, moi, je n'ai pas fait ». Le moi passait après. C'était d'abord le mari, d'abord les enfants, d'abord la famille élargie, les autres, n'est-ce pas? On s'occupe de tous ceux qui sont dans le besoin, dans la famille. Je parle de cette sœur qui a été accueillie chez ma grand-mère après son veuvage. Je parle de ces aides très discrètes et nobles qu'on faisait à tous ceux qui étaient dans le besoin, n'est-ce pas, sans leur donner jamais l'impression qu'ils étaient aidés. Et je parle de cette, comment dirais-je, ce soutien permanent qu'elles se donnaient les unes aux autres. D'accord ? Et cette empathie envers les autres.
cette empathie permanente et puis la sécurité qu'elles offraient finalement autour d'elles. Cette image de sécurité. Alors, Tout en étant si oui, on parlait du tout en mariage, oui. parce que vraiment, Alors, je, il y a des pages merveilleuses. Je te dis, pour moi, ça a été, je l'ai lu comme un essai sociologique, hein, parce qu'il y a un chapitre aussi sur la maternité qui est magnifique, le mariage. eh bien, le mariage, c'était l'objectif de toute femme, c'était l'objectif des familles pour les enfants et surtout pour les filles. Euh, Vous voyez, je pars d'un mariage, d'un exemple de mariage qui a été un échec. Mais derrière, il y a tous ces mariages réussis, même s'ils ont été des mariages précoces, même s'ils ont été des mariages arrangés, ça a été des mariages en général heureux puisqu'ils ont duré toute la vie. On divorçait très peu, on divorçait très très peu. Il y a eu des périodes, surtout je parle de ces mariage précoce où ça finissait au bout de quelques mois par un Oui. divorce, mais dans leur grande majorité, ces femmes sont restées mariées toute leur vie. Bon, je ne dis pas que tout était idéal, mais on affrontait ensemble la Oui. vie, on construisait ensemble et on construisait de très grandes familles. Et d'ailleurs, Lisette, le mariage est important, mais il y a aussi la maternité qui est importante, Oui, bien sûr. où les femmes s'entraident, où les familles s'entraident. Oui, absolument, absolument. Et bien sûr, il n'y a pas que les choses agréables. Dans le deuil, les familles aussi s'entraidaient. Il y a toujours une présence à côté de soi. Il y a toujours une présence, que ce soit celle de la famille proche ou que ce soit même, je parle du voisinage, je parle des Oui, cousines, parce que pour parler de cette relation, comment dirais-je, entre personnes du même âge. Il y a une empathie intergénérationnelle, mais il y a aussi ce rapport avec les cousines, avec la famille élargie et aussi les voisines. Les voisines font presque partie de la famille. Et donc, il n'y a pas, personne n'a l'impression d'être seul, n'est-ce pas? Il y a toujours un visage vers qui se tourner. l'éducation livresque. Oui. Alors, pourrais-tu m'en parler dans le détail? Parce que bien sûr, il y a le Talmud Torah pour les garçons, d'accord? Est-ce que Oui. les filles à Meknes allaient au Talmud Torah? Non, justement, ça dépend des années. Donc, je pars de la période du protectorat où il y a l'ouverture de l'Alliance israélite qui a joué un rôle extraordinaire. J'en parle à toutes les pages pratiquement. Tout à fait. L'Alliance était très présente. Il y avait avant l'Alliance des yeshivot, une étude, un enseignement qui était transmis par le maître, n'est-ce pas, un rabbin avait toujours ses élèves et à un certain niveau, on avait bien sûr quelques élèves choisis, mais il y a eu également des yeshivot qui ont ouvert avec l'enseignement du Talmud, la Mishnah, etc. Et en ce qui concernait les filles, jusqu'à l'ouverture de l'Alliance, la transmission se faisait oralement. On leur enseignait la cacheroute, on leur enseignait la nida, on leur enseignait tout ce qu'elles devaient savoir, l'accueil, le kavod aux parents, etc. Mais à partir de 1912, donc il y a des classes qui sont ouvertes. Dans mon livre, je montre une image Tout d'une à fait. Il y a une classe très belle photo de aussi. certificat d'études mixte de Oui, oui. 1932. Donc les filles et comme je le raconte, les filles vont s'engouffrer dans l'éducation, dans les écoles de l'Alliance, et les mères vont être là pour les pousser, les soutenir et activer, n'est-ce pas, être derrière elles pour la réussite. Alors, il y a un très beau chapitre également sur les lycées. Oui, oui. D'accord? La communauté juive fréquentait donc le lycée Moulay Ismail et le lycée Poemiro également. Oui, D'accord? absolument, absolument. Et je dois te féliciter d'avoir rappelé la mémoire de Jean Zaclade,
Ah, qui a été mon professeur de professeur de philo à philosophie. Yavne, Oui, oui, oui. d'accord? Un grand monsieur, Un grand monsieur, Zichrono oui. Libracha. Il y a une très belle page d'ailleurs. Tu rappelles Oui, également quelques mots sur Lévinas. Et oui. cette communauté grandit, quitte Mhm. pour la plupart Meknes, vers le Canada, la France, Israël. Est-ce qu'on a un petit peu les pourcentages de répartition? Non, non, je ne pense pas. Il y a une grande majorité qui est partie, enfin, de Meknès, hein, qui se trouve aujourd'hui en France, à Paris. Mais bon, maintenant, avec la Aliyah qui s'est faite, hein, Hum. il y a énormément de gens de Meknès qui sont répartis un peu partout, hein. Il y a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, des soirées qui ont voulu regrouper Comme un la petit peu communauté partout, oui, depuis oui. voilà, depuis les années, même 2000, je crois. Hein, je crois que c'était sous le, euh, comment dirais-je, c'était un travail de Joseph Toledano et de Shkiran, je crois, qui avait cherché à regrouper Alors, quand tu dis cette Joseph Toledano, j'en connais au moins quatre. ah, parce que nous avions beaucoup de Joseph Toledano, vous aurez Absolument, tout à fait. Pour peu oui, qu'ils aient oui. le même Non, grand-père, ils mais s'appelaient tous Joseph. absolument. Alors, Joseph Toledano est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le temps du Mella, qui est un livre qui Oui. a été un des premiers livres, hein, sur l'histoire du Mella, de sa communauté. Il a même écrit un livre sur l'esprit du Mella. Et je crois il a été l'initiateur de enfin, La soirée de cette retrouvailles. volonté la soirée de retrouvailles des gens de Meknes. Et donc, on s'est étonné, hein, de se retrouver comme ça. Ma sœur a participé, moi j'étais à Paris, mais c'était une joie de les voir. Et il y a des gens du Canada qui sont venus parce qu'il y en a Oui, aussi parce qu'il y beaucoup a à pas mal de Montréal. Meknassi au Canada. À Montréal, oui, au Canada, et beaucoup à Paris ont fait le déplacement aussi. Et beaucoup en Oui. Israël. Oui, oui, d'abord, ça s'est fait en Israël, hein, Oui, ces oui, tout à retrouvailles. fait. Je crois que, il me semble, enfin, il y a eu une soirée à Ashdod dans les années 2000, une C'était à soirée de Ashdod? retrouvailles des Meknassi à Ashdod. Ah, je n'y étais pas, je n'ai plus la mémoire, mais je sais que c'était, enfin, ma sœur a assisté, je ne sais plus où ça, il me semblait que c'était à Tel Aviv, mais bon, vous me dites Ashdod, alors il y en a peut-être eu d'autres à Ashdod. Et alors, est-ce que tu peux me parler de ce que tu as nommé d'ailleurs la révolution féministe vue de Meknès? Parce Oui, que ça, j'avoue que en tant que femme, j'y tiens. oui. Et toi aussi d'ailleurs, je Euh, pense. oui, bah, écoutez, c'est-à-dire que c'est là où on voit que, d'abord, ce sont des femmes très ouvertes. Ce sont des femmes qui se sont, comme je vous ai dit, engouffrées dans les écoles de l'Alliance, qui ont fait des études en général, de très bonnes études. Hein. Je dis on nous voyait arriver au lycée et on nous disait, oh là là, ces petites juives du Mela, elles sont premières en maths, premières en histoire. Donc, il y a eu beaucoup vraiment un De belles enthousiasme comme réussites, ça, en fait, oui. de belles réussites. Et donc, les années 68, nous étions, enfin, il y avait déjà, hein, des générations qui avaient fait le lycée, fait des études universitaires, mais c'était la période où il y a ce bouleversement, n'est-ce pas, vers la liberté, vers la pilule, etc. Et ça Oui. interpelle. Bien sûr, nous sommes déjà des adolescentes ou bien des étudiantes dans les universités, etc. Et donc, ça interpelle. Alors, jusqu'à quel point on a adhéré, hein, c'était ma question. Hein. Oui, Est-ce que, voilà, ça a marqué, évidemment, mais nous avions aussi nos valeurs. Hein, nous avons aussi les valeurs familiales, en fait. cette base, oui, ces valeurs familiales qui nous retenaient. Et donc, j'ai essayé de donner, c'est Ah, mais assez subjectif. j'avoue que c'est très, très réussi en tant qu'étude Oui, sociologique. Hein.
Eh bien, Lisette Hassin-Maman, un grand merci pour cette excellente saga des femmes juives du Maroc. J'ai presque envie de dire des femmes juives de Meknès. Oui, mais comme on me dit, c'est pas spécifiquement à Meknès que ces choses se sont passées, hein. J'ai abordé Exact. des thèmes sociologiques et je pense qu'une femme d'Algérie peut se reconnaître, hein, dans Tout à fait. voilà, dans ces descriptions, ces récits de vie, hein, parce qu'ils mélangent nos valeurs familiales juives dans un monde, n'est-ce pas, arabe, aussi français, hein, puisque nous étions en Afrique du Nord et nos villes étaient françaises. Et bon, nous avons avancé, évolué. Aujourd'hui, on est très bien assis entre trois sièges. Oui, d'autant qu'en fait, quand tu dis arabe, je précise, c'est musulman en fait. Musulmans, oui, oui, Voilà. absolument. Hein. Voilà. Lisette, Merci, un grand Monique. merci. Merci à vous, Monique. À très bientôt. À bientôt. J'espère que mon livre plaira. Hein, En tout comme cas, il je dois vous a rappeler qu'il est publié dans la collection Graveurs de mémoire chez l'Harmattan. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.